avons maintenant une table ronde sur comment enseigner la connaissance et le respect des animaux et qui parlera des outils institutionnels ou issus de la société civile. Et j'invite à venir sur scène Madame Michel Delangelo, Boris Albrecht, Madame Julie Carbonnier, Madame Mélissa Conté et Monsieur Bruyère. Alors, asseyez-vous devant un micro et je donnerai brièvement, parce que, hélas, on a pris un peu de retard, c'est le propre des colloques, pour un propos introductif, et puis après, nous aurons un temps pour les questions de la salle. Et je vous propose de commencer en écoutant Madame Michel Delangelo, qui est d'une part professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre, maître de conférences à l'université Paris-Est, et d'autre part administratrice de la Société protectrice des animaux. Je souligne à cet égard combien il est important que les ONG de défense des animaux collaborent et coopèrent entre elles. Vous avez la parole, madame. Bien, eh bien, je vous remercie d'être là et je vous remercie particulièrement de m'avoir invité sur ce thème, comment enseigner les connaissances sur les animaux et l'éthique animale, qui me concerne à double titre, d'abord en tant qu'enseignante, mais retraitée maintenant, et aussi en tant que membre du conseil d'administration de la SPA. En 2007, j'ai travaillé sur ma thèse pour le rapport au vivant, terme qui a souvent été cité et qui propose une autre approche finalement des questions qui nous préoccupent aujourd'hui. J'ai étudié donc la relation que nous développons en permanence avec les vivants qui sont autour de nous. Elle est spontanée, nous sommes attirés ou bien repoussés. Nous sommes effrayés, parfois indifférents ou intéressés par les vivants. Et ce comportement va dépendre de notre histoire personnelle, des rencontres que l'on a eu l'occasion de faire avec différents vivants. Et elle est aussi le reflet de notre milieu familial, de notre culture. Pour ma thèse, j'ai voulu étudier plus particulièrement comment ce rapport au vivant construit au départ dans un milieu personnel, familial, allait pouvoir être impacté par des enseignements de SVT, qui était ma fonction au départ. Et pour cela, j'ai essayé de faire toutes sortes d'observations. La conclusion que je voudrais rapporter ici, c'est que finalement, il apparaît que, quelles que soient les formes de rencontres qui sont proposées avec des vivants, il y a un apport, une modification, un tant soit peu petite ou grande, dans ce rapport au vivant construit, cette fois par l'élève. Ça n'avance pas. Voilà. Toucher un escargot, par exemple, et chercher une stratégie pour qu'il sorte de sa coquille, pour découvrir ce qu'il aime manger, ça va décentrer l'enfant qui est intéressé par ses particularités, ses points communs et ses différences avec lui. Il va dépasser l'affectif, se sentir responsable, discuter avec les autres élèves pour mettre au point des expériences, et il va s'identifier à l'escargot qui mange, respire, préfère les météos humides, et finalement, il va apprendre à respecter ces différences. Étudier un réseau trophique, c'est-à-dire les relations entre les vivants d'un milieu, eh bien, cela va modifier la considération qu'il a pour toutes sortes de vies qui sont considérées comme insignifiantes jusque-là. Il va passer de remarques comme « ils sont petits, c'est moins un problème, ça nous gêne les moucherons ». Non, c'est pas ennuyeux que l'espèce disparaisse.
Ça sert un peu à rien, les rats. C'est des questions dans mes entretiens de thèse. Donc, ils vont pouvoir passer de ce genre de remarques à des remarques du genre « ils ont le droit de vivre comme nous. L'espèce risque de disparaître, c'est un animal, mais c'est comme nous. » Il va découvrir que même les végétaux communiquent et qu'ils se battent pour rester en vie. Il va construire un rapport plus responsable, s'interroger sur le droit, la morale, la responsabilité humaine. Et la SPA participe à ça. Depuis 1948, des clubs jeunes existent dans certains refuges. Actuellement, ils sont proposés à des jeunes volontaires qui ont entre 11 et 17 ans. Et en 2021, on a pu compter 38 clubs jeunes répartis un petit peu sur toute la France. Leur nombre est passé à 39 après un petit problème lié au Covid en 2022 et bientôt 40. Et cette année, nous avons pu organiser un grand rassemblement de jeunes volontaires de ces clubs jeunes, il y en avait 55, qui ont pu de ce fait être rassemblés, discuter, échanger et être sensibilisés aux équidés, aux animaux de ferme. Les clubs jeunes vont permettre un dépassement, en fait, du simple affectif pour s'investir vraiment personnellement, individuellement, mais aussi collectivement dans la cause animale. La SPA a aussi souhaité rencontrer des jeunes qui n'étaient pas volontaires, qui ne savaient des fois même pas que la SPA, ça existait. Et depuis 2021, grâce à la signature d'une convention cadre de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, des animations pédagogiques peuvent avoir lieu dans les classes à la demande des enseignants, de la maternelle jusqu'au lycée. En 2021, de cette façon, 16 000 élèves ont pu être sensibilisés en milieu scolaire. 727 animations ont eu lieu dans 13 académies. Là encore, petite diminution avec le Covid. Et cette année, simplement 524 animations ont été requises, mais dans 19 académies sur les 26 de la France. Il faut bien dire que pour le moment, 75% de ces animations se font plutôt en cycle 2 ou 3. L'un des grands objectifs est bien sûr d'apporter des connaissances à ces élèves. Connaissances qui pour nous seront plus centrées sur les chiens, les chats, les nacs. Ils vont découvrir toute une communication silencieuse qu'ils ne soupçonnaient souvent même pas du tout, et ils vont apprendre par des jeux, des histoires, des tests. Mais surtout, ils vont pouvoir exprimer leurs ressentis, poser leurs questions, faire part de leurs peurs et communiquer sur les positions de leur famille, positions qui souvent semblent incontournables, infranchissables. Car le rapport au vivant s'avère finalement très différent selon que l'on intervient par exemple dans des milieux citadins où les élèves sont plus dans le pratique, l'affectif, le responsable, ou dans un milieu plus situé dans les campagnes où ils sont davantage dans l'utilitaire, le chien va servir de gardien, le chat va attraper les souris, il y aura les chiens de chasse, etc. Ils vont avant tout, je crois, dans ces rencontres, quel que soit le type, rencontrer des gens, des professionnels, des bénévoles qui sont passionnés et qui sauront leur faire comprendre que les chiens, les chats, les lapins, les rats, ils nous connaissent, ils nous reconnaissent. Ils pensent comme nous, ils sont heureux, ils sont gais, ou bien ils sont malheureux, comme nous. Et ces personnes qu'ils rencontreront sauront leur faire comprendre combien c'est criminel d'adopter un animal puis de l'abandonner, leur expliquer la peine d'un animal qui se retrouve dans une cage avec des congénères bruyants, sans son panier, sans ses jouets, sans son canapé de la salle à manger. Ils vont leur faire comprendre le devoir que nous avons tous de respecter les animaux et de les protéger. Et en parallèle,
l'un des grands enjeux de la SPA est de faire aussi évoluer le rapport au vivant des adultes de toute la famille par l'adoption responsable qui est mise en place depuis quelques années, par le développement aussi des conseils qui sont maintenant mis à disposition sur le site de la SPA sur le soin à donner à ces animaux, la compréhension de leurs attitudes et bien sûr le bien-être animal. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Boris Albrecht, qui est le directeur de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, qui, comme je l'ai indiqué ce matin, est l'une des deux organisatrices de notre colloque et qui est très active dans l'éducation aux animaux. Merci Boris, Louis. à vous. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux aujourd'hui. C'est une vraie reconnaissance du travail que mènent les deux fondations, la LFDA et la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Alors, moi j'ai juste 2 diapositives et c'est pour vous présenter les actions que mène la Fondation Adrienne et Pierre Sommer pour aider à la connaissance des animaux domestiques ou familiers pour les plus jeunes et également comment les animaux, dans un cadre scolaire, voire périscolaire, peuvent accompagner des élèves qui sont parfois en difficulté ou qui peuvent avoir des troubles divers. On a deux axes sur lesquels on travaille. Le premier, ce sont les fermes pédagogiques, et on en a parlé ce matin. Et ça se matérialise par 2 opérations. La première qui est un appel à projet qui s'appelle « Enseignants, emmenez votre classe dans une ferme pédagogique » et que l'on a... ouais, là on est passé un peu vite sur la médiation animale, mais c'est pas grave. Donc, enseignants, emmenez votre classe dans une ferme pédagogique, et c'est la 3e année que l'on met en place cette opération qui permet finalement de prendre en charge le coût du transport et de la visite en ferme pédagogique pour des classes cette année de CP et de grande section pour qu'ils puissent découvrir les animaux, puisque chacun dans cette salle sait bien évidemment que les cochons pondent des œufs et que c'est bien parce qu'on a fait ces constats sur le terrain qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et l'autre constat qu'on a fait, c'est qu'on pouvait faire totalement confiance aux enseignants, parce que les enseignants raffolent du support qu'est l'animal pour travailler sur ce qu'est le vivant, pour travailler en classe sur les compétences, sur l'écriture, sur le narratif, mais aussi sur le fait de vivre ensemble. Une 2e opération concerne plus directement les fermes pédagogiques, qui est aider les fermes pédagogiques à travers un appel à projet à se développer dans les zones urbaines ou périurbaines, dans les villes ou communautés de 10 000 habitants ou plus. Parce que plus les métropoles grandissent, plus elles sont effectivement, plus les enfants sont éloignés du vivant, parce qu'il y a de moins en moins de place pour le vivant. Alors sur la question qui a été posée ce matin sur la légifération des fermes pédagogiques, si j'avais la solution, je vous la donnerais bien évidemment aujourd'hui. L'idée d'une charte est une très bonne idée. Je ne peux pas vous répondre pourquoi ça n'existe pas. Je peux vous dire en revanche pourquoi c'est un peu complexe à mettre en place. C'est qu'aujourd'hui, les fermes pédagogiques, il n'y a pratiquement pas de réseau, ou il y a des réseaux totalement éclatés. Donc il faut déjà se réunir. Et réunir un collectif de fermes pédagogiques n'est pas chose facile. Ensuite, s'il y a un label qui est proposé, ou en tout cas comme ça a été évoqué ce matin, une charte ou un label, il faudra quelqu'un pour la faire appliquer. Et là aussi, il faut des moyens, pas uniquement financiers, mais des moyens humains. Voilà ce que je pouvais dire sur l'aspect ferme pédagogique. Et puis sur l'aspect médiation animale, donc Marine Grand-Georges l'a déjà évoqué ce matin, là vous avez effectivement tout l'apport pour retravailler avec des élèves en difficulté la plupart du temps, mais pas uniquement, de travailler sur découvrir, reprendre les matières, ancrer finalement les apprentissages dans le réel par la place de médias qu'occupe l'animal. Attention, j'insiste sur mon propos, l'animal ne va pas résoudre les conflits qu'on peut rencontrer en milieu scolaire. Si vous mettez n'importe quel animal, un cheval, un chien,
un chat dans une classe, il va rester tel qu'il est. S'il n'est pas entraîné, s'il n'est pas éduqué, on va avoir un certain nombre de difficultés pour pouvoir mener à bien sa mission. C'est bien parce que l'animal est entraîné que vous avez également un professionnel humain vous avez le professionnel qui accompagne l'animal qui a été formé également. Ça peut être un pédagogue, une enseignante, une psychologue, l'infirmière, etc. Et vous avez également le bénéficiaire. Et il faut que tout ça se maille. Et finalement, quand on monte un projet de médiation animale, entre l'idée de départ et sa réalisation, vous avez entre 18 et 24 mois. Donc c'est toute la richesse que peuvent apporter les animaux dans le développement de l'enfant, mais c'est aussi toute la subtilité et toute la difficulté, c'est qu'on travaille sur des thématiques, des professions différentes, mais il faut souligner aussi ce qui fonctionne bien, c'est qu'au sein de l'éducation nationale, à travers leurs cellules d'innovation, les fameuses CARDI, ils ont repéré les programmes de médiation animale en France. Nous, on le voit à travers nos programmes qu'on finance, c'est-à-dire que sur les fermes pédagogiques, on a financé déjà en 3 ans plus de 20 000 sorties, 20 000 élèves ont pu profiter des aides de la Fondation en allant dans des fermes pédagogiques. Concernant les 2 dernières années, on a eu plus d'une 60aine d'établissements scolaires qui ont postulé à nos appels à projets pour la médiation animale. Et ces établissements sont éclatés sur le territoire, font les mêmes constats, mettent en place les mêmes programmes, et l'Éducation nationale a eu l'intelligence de repérer et d'essayer d'accompagner ces dispositifs. Mais là, on est sur de l'innovation, donc il n'y a pas de réponse aujourd'hui à apporter, il n'y a pas de cadre, parce que le cadre, on est en train de le construire tous ensemble, que ce soit l'Éducation nationale, le monde animal, à travers les vétérinaires ou les éthologues ou les chercheurs, ou par exemple la Fondation. J'en ai terminé, merci. Je propose maintenant que nous écoutions Madame Mélissa Conté, rédactrice en chef de magazine de jeunesse, qui parle aux enfants des animaux. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation, cette excellente journée. Donc en quelques mots, la connaissance et le respect du vivant font partie des principaux engagements de la marque Milan. Donc c'est une maison d'édition qui est basée à Toulouse. Vous connaissez peut-être la collection Copains des Bois, les livres, et puis les magazines Wapiti, il a été créé en 1987, et puis là vous avez tous les magazines qu'on fait pour les enfants. Ça commence avec Kolala pour les tout petits, et puis ça se termine avec Terre sauvage. Donc on diffuse des connaissances sur les animaux via des livres, des magazines, des audios et des événements organisés au niveau national avec des classes, avec des opérations comme les enfants pour l'océan ou les enfants pour la biodiversité, si vous avez peut-être entendu parler. Et on a également des fiches pédagogiques sur un site dédié. Donc l'offre éditoriale de Milan est importante sur le thème des animaux. On essaie d'aborder des thèmes transversaux comme par exemple les émotions chez les animaux ou les papas animaux. Et puis, l'idée, c'est de toujours rester accessible, évidemment, d'être à hauteur d'enfant en employant néanmoins un vocabulaire juste, souvent relu par des scientifiques. Et puis, on n'hésite pas à aborder des sujets tels que, alors dans le livre, notamment le bien-être animal, on a abordé l'élevage industriel, le fonctionnement d'un abattoir, les animaux de cirque, les zoos. Voilà, donc je voulais parler de ce livre-là parce qu'il résonne particulièrement avec la journée d'aujourd'hui. Et vous avez aussi l'histoire des hommes et des animaux, qui est un livre qui peut être très intéressant à utiliser en classe, puisqu'il fait un parallèle entre l'histoire, c'est l'histoire mêlée des hommes et des animaux. Voilà, il y a certains éléments qui ont déjà été abordés aujourd'hui. Voilà, c'est des livres qui peuvent être utilisés en classe. D'une façon générale, eh bien, on essaie toujours de replacer l'enfant, de montrer dans nos productions que nous faisons tous partie du monde vivant. Ça, c'est vraiment très important. Et pour ça, on a une approche documentaire, c'est-à-dire qu'on transmet des informations scientifiques. Donc ça, c'est le côté un peu approche biologique. Et puis, associé à une approche sensible qui fait appel à l'émotion. Donc, on va à la fois chercher à susciter l'émotion du lecteur qui lit nos productions, et puis également montrer que les animaux ressentent des émotions, les animaux non humains ressentent des émotions.
Donc les outils, donc je vais essayer d'être assez pragmatique, ce qu'on utilise un petit peu notamment dans le magazine Wapiti, l'émerveillement, l'incarnation, l'humour, le jeu et l'optimisme. Donc l'émerveillement en premier, émerveiller, c'est pour donner envie, on utilise beaucoup ça, l'émerveillement, c'est pour donner envie aux enfants de protéger ces animaux, et déjà c'est les montrer. Donc on a des grandes photos, le magazine commence avec une très très grande photo en double page, et puis voilà, par ces grandes photos, on fait une immersion un peu dans le monde de la nature. Ça, c'est un extrait du magazine Kolala, donc pour les tout petits, où on a aussi cette approche en photo avec une petite histoire, on associe l'histoire en photo et la narration, avec un parallèle entre l'enfant et l'animal. Notre second outil, c'est l'incarnation. Donc dans Wapiti, les animaux sont présentés comme des êtres sensibles qui ont une personnalité. On leur donne donc la parole, donc on les interviewe. Et voilà, il y en a des petites mascottes qui leur donnent la parole, et puis les animaux parlent à la première personne. Et puis ils sont aussi le héros chaque mois de petites fictions qui sont des appels à se décentrer et à voir le monde avec d'autres yeux, à voir le monde avec les yeux d'un animal ou d'une plante, puisque là, par exemple, c'était le récit où on se mettait dans la peau d'un drosera, une plante carnivore. Ensuite, on utilise beaucoup l'humour. C'est évidemment important pour les enfants et ça permet de faire passer pas mal de notions qui sinon pourraient être un peu anxiogènes, notamment quand on parle des animaux en danger. Évidemment, il y a beaucoup d'animaux en danger et c'est important d'en parler aux enfants, de dire quand même les choses telles qu'elles sont, mais on choisit de le faire plutôt sur le mode manifestation, les animaux se rebellent, ils expliquent un petit peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils ne sont pas contents. Et on donne toujours aussi la notion qu'est-ce que font les humains pour les aider. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas bien? Généralement, c'est à cause d'activités humaines, enfin toujours à cause d'activités humaines. Et puis, mais aussi, il y a des humains qui cherchent à les aider. Et cette idée de nature se rebelle vient d'être déclinée en audio, qui est une autre façon aussi on peut faire écouter aux enfants les audios et ça marche assez bien. On utilise aussi beaucoup le jeu. Donc, par exemple, on a une rubrique qui s'appelle « Cherche et trouve ». Et en fait, les enfants sont invités à chercher dans une grande image à fouiller des animaux et des végétaux. Et c'est une façon de montrer que les animaux et les végétaux ont des relations entre eux. Et donc d'aborder la notion d'écosystème, mais de façon ludique. Et on a une autre rubrique qui s'appelle « Devine ». Donc, on a une double page, c'était juste avant. Voilà, c'était là à droite. Donc une double page où on ne montre pas l'animal, on montre ses traces, parce que vous savez, souvent quand on fait une balade en nature, en fait on voit les traces des animaux, mais on ne voit pas forcément l'animal lui-même, donc c'est conçu un petit peu comme ça, comme une balade nature, donc on doit recueillir des indices, et puis à la fin on doit chercher, et puis il faut tourner la page pour savoir quel est l'animal. Là par exemple, c'est un animal qui mange des glands, et un de ses prédateurs c'est le chasseur, donc je vous laisse deviner ce que c'est. Et ensuite, on utilise l'optimisme. On essaie quand même d'avoir un discours basé un petit peu sur l'idée que sur le temps long, et si on la laisse tranquille, la nature, les systèmes naturels, les animaux, la nature est résiliente, ils peuvent se remettre. Donc là, par exemple, on avait un dossier sur le retour des éléphants de mer en Californie, mais on a aussi parlé du retour des vautours en France, on a parlé de beaucoup de sujets. Et on a aussi une rubrique mensuelle qui s'appelle « 3 bonnes nouvelles pour la nature ». On donne exprès 3 bonnes nouvelles pour la nature. Il y a un autre endroit où on donne des informations qui sont sur ce qui se passe, mais là, c'est vraiment les 3 bonnes nouvelles pour la nature. Et c'est une rubrique qui est très appréciée des enfants. D'après les retours lecteurs qu'on a eus, ça leur plaît beaucoup. Et juste un petit mot sur le choix des sujets. Voilà, dans Wapiti, on parle beaucoup d'animaux sauvages et aussi un petit peu des animaux familiers, notamment des questions qu'envoient les enfants. On aborde aussi bien la biodiversité dite ordinaire et extraordinaire. On a un soin particulier pour parler des animaux dits mal aimés. Là, on a fait un sujet sur la pie, sur les renards, sur les serpents, pour que ces animaux aussi, ils ont bien sûr une place dans le système naturel pour éviter tous les préjugés qu'il peut y avoir sur eux. Et on n'oublie pas de parler des autres règnes du vivant, qui sont les végétaux et les champignons. C'est tout. Vous nous avez surpris avec la fin, mais on était passionnés. Et maintenant, j'appelle Julie Carbonnier, qui est chef de projet à la Trousse à Projet, qui crée justement des outils pour les enseignants, pour les aider dans leur travail. À vous.
Bonjour. Alors, je vais vous présenter la Trousse à projets. C'est la plateforme de financement participatif de l'éducation nationale. Elle a été conçue à l'initiative du ministère en 2017 avec 4 autres membres fondateurs, donc l'Office de coopération à l'école, un fonds de dotation pour une école solidaire et innovante, le réseau Canopé et les crédits coopératifs. Deux objectifs poursuivis, donc c'est faciliter la mise en œuvre des projets pédagogiques portés par tout personnel de l'éducation nationale, et à 97%, ce sont les enseignants. Et on a aussi un fonds de solidarité qui porte une politique de mécénat auprès des entreprises et fondations pour aider financièrement des projets qui ont davantage de difficultés à être financés dans une perspective d'égalité des chances. La connaissance et le respect des animaux, toutes les problématiques liées à l'éthique animale, elles sont mises en œuvre à travers les enseignements fondamentaux, certes, mais aussi par la pédagogie de projet et la mise en œuvre de projets pédagogiques et éducatifs. Moi, j'aborde de fait cette thématique sous un angle très pratique que je vais vous illustrer. Donc, le groupement d'intérêt public La Trousse à projets, il a ce rôle d'observatoire des initiatives pédagogiques innovantes en France. Donc, on n'a pas de projets qui sont extrêmement concentrés sur la thématique pure de l'éthique animale. On a des projets qui sont extrêmement transverses et qui abordent une kyrielle de thématiques. Donc on a au-delà du large, on a un large spectre de thématiques abordées. On n'est pas sur le pur animal de compagnie, mais on est beaucoup sur l'animal domestique de ferme ou l'animal sauvage. On a des projets de médiation animale avec des chiens d'accompagnement à la réussite scolaire pour des élèves à besoins particuliers. On a aussi des projets de médiation équine qui sont hybridés avec de l'hippologie et des classes équitation. On a beaucoup de construction de poulaillers dans les établissements scolaires et les écoles. On a des visites de fermes pédagogiques, mais Boris en a parlé longuement. On a aussi des lycées agricoles qui mettent en œuvre des projets qui articulent circuits courts, culture bio et élevage extensif. On a également beaucoup de projets, ça c'est la grande majorité, qui sont liés à l'EDD, environnement et développement durable, et qui abordent le vivant dans sa complexité de façon extrêmement large. C'est l'éthique animale à portée de cours d'école, c'est-à-dire quels oiseaux, quels insectes on voit dans une cour, et dans n'importe quelle cour d'école, de collège ou de lycée, partout en France, il y a de la biodiversité, et c'est un vecteur pour en prendre conscience, conscientiser son environnement. En tout, sur la plateforme, c'est 4% des projets qui abordent cette thématique, peut-être plus, si on compte différemment, peut-être moins, si on est très exhaustif. Après, il y a beaucoup de prétextes pour parler d'éthique animale. Les classes de cirque, c'est toujours un moyen d'aborder la non-captivité des animaux. Les classes de mer, c'est toujours un moyen pour avoir un volet qui discute la protection des espèces marines. Donc, le groupement d'intérêt public est un observatoire, c'est aussi une vitrine parce qu'on est là pour valoriser et encourager la pédagogie de projet. On est là pour faire des fiches thématiques, pour faire des workshops, des groupes de travail sur les thématiques précises, pour encourager et reprendre du terrain les initiatives des enseignants. On est aussi là pour identifier l'écosystème. Ça, c'est une très grande ambition. Puisqu'on a beaucoup d'enseignants qui sont dépourvus par rapport aux sources de financement qu'ils peuvent solliciter pour financer leurs projets, en lien notamment avec la médiation animale. Or, il y a la Fondation Sommer ou la Fondation Equiaction, le fonds de dotation, de la Fédération française d'équitation qui permet de financer notamment des projets selon leurs critères. Pour être très concise, donc l'apprentissage de l'éthique animale, il est d'une part par les enseignements fondamentaux, il est également dans l'éducation nationale par la mise en œuvre de projets pédagogiques. Et la plateforme Trousse à projets, c'est un facilitateur. Donc, il ne faut pas hésiter à diffuser. J'ai mis une slide unique pour ne pas avoir de problème logistique. Il y a un QR code, un lien. Je vous invite à en prendre connaissance. Je vous remercie. Et pour conclure ces présentations, M. Bruyère, qui représente ici la Direction générale de l'enseignement scolaire, qui est donc chargé de veiller à ce que tout ceci se produise effectivement. Merci, Monsieur Schweitzer. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Je voulais d'abord signaler ce que j'ai perçu. Alors, je suis désolé, je n'ai pas pu être présent ce matin, mais de ce que j'ai pu percevoir de différentes présentations qui ont eu lieu depuis le début de l'après-midi, c'est effectivement le dynamisme très fort à la fois des équipes pédagogiques qui s'engagent dans tout ce qui a pu nous être présenté là, et puis le dynamisme des partenaires avec lesquels évidemment on ne pourrait pas avancer sur cette question-là comme sur bien d'autres.
Je voudrais évidemment en continuité avec ce que M. Bosdevex a présenté tout à l'heure, puisque faire le lien évidemment de la formation initiale des enseignants, mais avec ce qui se passe ensuite dans les classes. Lorsque nous avons préparé cette table ronde avec M. Schweitzer, la commande qui m'était passée, c'était plutôt de montrer à voir ce qui se faisait aussi dans les classes et ce que le ministère encourageait ou soutenait, et en lien avec évidemment tout le cadre réglementaire, les programmes. Et évidemment, vous l'avez fait déjà tous et toutes bien mieux que je ne pourrais le faire moi, mais je voudrais quand même revenir sur quelques éléments qui me paraissent évidemment centraux, et m'arrêter 2 petites secondes sur ce qui m'a interpellé tout à l'heure quand je suis arrivé dans le couloir. Il y a quelques dessins d'enfants qui sont affichés, et j'ai pu avec plaisir découvrir les petits commentaires qu'ils avaient laissés à côté de leurs dessins, qui sont exactement le reflet de ce que je souhaitais vous dire là, c'est-à-dire cette idée de question socialement vive. Aujourd'hui, la question du bien-être animal, au-delà de ce qui existe aujourd'hui dans les textes officiels en termes de programmes d'enseignement, où effectivement il est question de sensibilisation au respect des animaux de compagnie, la dimension beaucoup plus large du bien-être animal, elle est une question qui peut servir effectivement de débat en classe. Et ces jeunes enfants-là ont parfaitement résumé ces questions qui sont difficiles, mais qu'il faut travailler justement dans les classes pour travailler justement le développement de l'esprit critique, de la citoyenneté, et intégrer cette question du bien-être animal. Une éducation au bien-être animal, on ne pourrait pas l'imaginer comme étant simplement en fait une suite d'injonctions de bonne conduite, un rappel à la loi tout à fait nécessaire, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, mais effectivement, il est évidemment important de savoir ce que nous ne pouvons pas faire et ce que la loi encadre, mais bien entendu, ça ne suffit pas, parce que toute cette question du bien-être animal renvoie aussi à un système de valeurs et un système et la dimension éthique qu'il faut construire chez les enfants, et en particulier les plus jeunes, et puis ça se construit progressivement tout au long de leur scolarité. Donc, évidemment, ne pas questionner les valeurs ou les affects qui sont liés à la prise en compte du bien-être animal, ce serait évidemment, à mon avis, une mauvaise stratégie, inefficace, qui ne permettrait pas de développer l'esprit critique chez les élèves. Donc, c'est une magnifique occasion, cette question du bien-être animal, pour réinterroger globalement notre rapport aux êtres vivants, mais aussi donc les animaux, mais aussi les autres humains. Alors, comment dans les classes les enseignants peuvent-ils se saisir de cette question, et comment le ministère, à son niveau, mais aussi évidemment dans les académies, avec les équipes académiques, comment on peut les accompagner. L'idée, c'est de faire entrer les élèves dans un questionnement du monde, un questionnement qui porte sur les interactions entre les sciences et la société, donc évidemment avec une place centrale pour les sciences et vie de la Terre, ça a été évoqué à plusieurs reprises déjà. La mobilisation de la pensée critique, elle est au cœur même de la démarche, et on va essayer de développer chez les élèves la rationalité critique. C'est donc les amener à identifier les acteurs qui interviennent, un certain nombre d'entre eux sont présents aujourd'hui, évaluer les risques, réaliser une argumentation scientifique, identifier les incertitudes, les valeurs qui sont en jeu, les valeurs mobilisées, et évidemment évaluer aussi un certain nombre d'éléments de preuves scientifiques par rapport à l'argumentation, dans les éléments d'argumentation. Il y a une démarche pédagogique qui est bien connue des enseignants autour de ces questions-là, pour arriver à travailler ces questions-là. C'est la démarche qu'on appelle l'enquête socio-scientifique. Dans cette démarche, différentes activités de classe sont présentes, et on la rencontre assez régulièrement sur le terrain. C'est aller à la rencontre des acteurs, des chercheurs, mener des débats en classe, parfois mener des jeux de rôle également, où chacun va endosser le rôle du porteur d'une certaine vision de la question, et analyser les médias. On a
là aussi tout un travail à faire en éducation aux médias et à l'information, hein, sur l'analyse de ce qui est dit de cette question dans les médias. On a des activités de type cartographie des controverses, où on va essayer sous forme de carte, hein, d'identifier effectivement les acteurs, les connaissances en jeu, les valeurs mobilisées, les différentes interactions entre les acteurs. Tout ça pour aider les élèves effectivement à construire cette rationalité critique dont je parlais tout à l'heure. Aller à la rencontre des acteurs, ça a été dit aussi, c'est évidemment comme nous y invitent les programmes de sciences, d'aller sur le terrain, dans la nature. Il a été effectivement évoqué les enquêtes autour des expériences de nature qui sont de moins en moins fréquentes. C'est effectivement un sujet tout à fait important et les programmes de sciences invitent les enseignants à aller sur le terrain avec leur classe. C'est un point important. L'objectif à terme aussi, c'est que les élèves puissent se positionner, prendre position et finalement aller vers une prise de décision qualifiée de rationnelle et de critique, hein, dans un système qui, quand on est en train de former sa pensée, est un système qui est complexe. Alors pour ce faire, le ministère a mis en ligne un certain nombre de ressources dont certaines ont déjà été citées. Évidemment, les ressources, M. Bosdevex en a parlé sur les dilemmes moraux et tout ce qui porte sur le débat en éducation, en enseignement moral et civique, pardon. On a une ressource sur la cartographie des controverses dont je parlais tout à l'heure, qui est en ligne également sur Eduscol. On a un certain nombre d'académies qui proposent aussi des ressources à leur niveau sur leur site pédagogique, notamment sur la thématique de l'enquête socio-scientifique. Par exemple, l'Académie de Créteil a mis en ligne des ressources tout à fait pertinentes. On a également sur Eduscol une page qui est consacrée au concept de One Health, hein, une seule santé, dans l'idée où on va effectivement prendre soin de la santé des humains, prendre soin de la santé des animaux et prendre soin de la santé des écosystèmes, parce que évidemment tout ça est fortement en interaction, et donc ce concept de One Health en bon français, voilà, est accompagné aussi, et donc on a une ressource en ligne sur ce sujet-là. Elle est d'ailleurs en lien. On a également une page, une ressource sur les animaux de compagnie du site eBug qui est proposée pour les élèves de l'école primaire et qui leur permet également de comprendre que, en fait, la santé des animaux de compagnie, en fait, ce qu'on fait du bien, quand on fait du bien à son animal de compagnie, eh bien, on se fait du bien à soi également. Voilà. Et puis j'accélère juste en deux petits mots pour dire que sur la médiation animale, il y a également des projets qui ont été soutenus dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique, et des projets qui ont été valorisés lors des Journées nationales de l'innovation à Grenoble l'an passé, un projet de Toulouse et un projet de Montpellier. Donc vous pouvez retrouver tout ça aussi sur le site des Journées de l'innovation. C'est porté par l'ECARDI, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et j'ai envie de dire qu'effectivement, on est dans un processus que le ministère accompagne. Il y a une prise de conscience un peu générale, un peu globale sur le sujet. Il est important d'avancer, de continuer à avancer. Il y a actuellement une réécriture des programmes d'enseignement moral et civique qui est en cours, donc on sera attentif aussi à cette question-là, nous, côté des GESCO, en tout cas, sur la réécriture de ces programmes. Et puis, voilà, c'est un processus qu'on continue d'accompagner. Et je crois vraiment qu'il est important de pouvoir permettre aux élèves de se positionner et d'avoir, aussi bien à titre individuel que collectif, arriver à avancer sur ces questions de bien-être animal. Et je vous remercie. Avant de passer aux questions de la salle, un petit mot. J'ai reçu, juste en revenant dans la salle, un petit fascicule contre une école, l'école de la corrida. Et j'ai appris qu'on entrait à cette école dès l'âge de 6 ans et qu'on apprenait à tuer.
Et donc, je voulais mentionner cela avant de passer aux questions pour dire qu'il y a... Donc, question de la salle. Pas vous tout de suite. Madame. Vous avez besoin d'un micro. Il arrive. Après vous. Parce que justement, je voulais m'adresser aux personnes qui sont de l'éducation nationale. Et je me suis interrogée sur ce qui s'est passé en 2021 à Arles, notamment, où il y a eu une polémique et, par exemple, l'association de la dame a fait une étude de libération, parce qu'on a organisé une chorale d'enfants qui... On a organisé une chorale d'enfants destinée à chanter à Arles pendant une corrida, donc pour accompagner une mise à mort. Et moi, je voudrais savoir pourquoi l'éducation nationale donc j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont de l'éducation nationale et j'aimerais savoir pourquoi en 2021 à Arles, l'éducation nationale a autorisé qu'une chorale soit montée par des professeurs d'une école privée, mais reconnue et conventionnée par l'éducation nationale, pour aller chanter en direct pendant une mise à mort lors d'une corrida à Arles. Bon. Je ne crois pas que M. Bruyère, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui, puisse répondre à votre question. Ce que je m'engage à faire, Oui, merci. c'est, moi, Oui. la poser aux autorités quand j'aurai l'occasion de le faire, et je vous promets que j'en aurai l'occasion. Merci, M. Choiseul. Bon, d'autres questions. Vous, puis là derrière. Là, et puis ensuite là, puis là. Ah oui, les micros, c'est toujours un petit problème, hein. Ça ne marche pas assez. Cette question me fait rebondir sur une autre question que je comptais poser. Bon, je m'appelle Yael Angel. Je voudrais savoir comment on peut associer cet objectif d'enseignement de l'éthique animale en milieu scolaire qui est maintenant légal avec des pratiques qui ont lieu dans les écoles pour la corrida, mais aussi la chasse. On a des chasseurs, des fédérations départementales de chasse qui reçoivent des subventions colossales de la région, de l'État, du département, qui vont dans les écoles avec l'agrément du ministère de l'Éducation nationale pour apprendre à des élèves ce que c'est que la chasse, pour les aider notamment à construire un arc de chasse. Et récemment, heureusement que ça s'est arrêté, des chasseurs voulaient leur apprendre à manier le couteau. Alors j'aimerais savoir comment ça, c'est compatible avec l'objectif qu'on vient d'expliquer de l'éthique animale. Là aussi, non, il faut poser les questions aux gens qui peuvent y répondre. Et donc, l'éducation nationale, monsieur la représente, la partie innovation pédagogique, clairement, il ne peut pas répondre à votre question. Je m'engage à la poser. Il se trouve que je l'ai déjà posée, mais que je n'ai pas eu de réponse. Donc, cela me donnera l'occasion de la reposer. Madame, puis madame. Attendez, un micro va arriver à vous. Peut-être marchera-t-il. Oui, bonjour. Il se trouve que ma question était quasiment la même que la précédente. En fait, je me demandais pourquoi dans les écoles primaires, mais aussi dans les lycées agricoles, puisqu'en fait, c'est quasiment obligatoire dans les formations de lycées agricoles, les fédérations de chasse donc, sont amenées à intervenir et aussi à proposer dans les communes rurales des clubs nature où effectivement on apprend à tuer, à manier le couteau pour découper un sanglier, etc., etc. Voilà, merci.
Alors, il se trouve que c'est un autre interlocuteur, puisque les lycées agricoles relèvent du ministre de l'Agriculture, mais je prends face à vous le même engagement que j'ai pris face à madame et madame. Merci. Derrière, il y avait une dame derrière qui levait la main depuis longtemps. Bonjour. Ce sera très rapide parce qu'en fait, c'est exactement la même thématique. Non, mais voilà, mais je crois que justement, ça montre qu'il y a un gros problème de lobby qui se déroule au sein des écoles et des écoles primaires. Et donc, je crois qu'effectivement, nous ne sommes pas concertés, mais nous avons la même question. Moi, je viens de Béziers, je représente une association anti-corrida et je peux vous dire que dans certaines écoles, et même des écoles catholiques sous couvert de l'éducation nationale, il y a des initiations à la tauromachie, il y a des ateliers pédagogiques, il y a des visites des arènes, il y a des visites des musées taurins qui sont organisées avec des professeurs et qui sont en collaboration avec les clubs taurins. Donc il y a à Béziers, dans ma ville, des professeurs qui font du prosélytisme taurin. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour appuyer. Je voulais poser une question, mais bon, comme ça a déjà été fait et que vous n'aurez pas la réponse, je passe le micro. Merci. Si on pouvait trouver un autre sujet quand même. C'est un autre sujet, madame? Bon. Bonjour. Alors, je ne vais pas parler de chasse et de corrida, même si je suis entièrement d'accord avec tout ce qui s'est passé. Moi, je suis de Haute-Savoie et je travaille avec un refuge indépendant qui dépend pas de la SPA. Et j'ai un club de jeunes amis des animaux. J'ai environ 180 enfants qui viennent régulièrement aider au refuge. Et je vais aussi dans toutes les écoles du département pour parler de la prévention animale. J'y vais sans animaux, parce que pas beaucoup d'écoles acceptent qu'on vienne forcément avec des animaux. Et je privilège aussi le fait que les enfants qui ont peur puissent quand même accéder à cette intervention sans qu'il y ait forcément un animal. Ma question, elle va être plus facile. C'est aussi pour vous. Comment faire pour rentrer plus facilement dans les écoles ou dans les collèges, en sachant que bon, j'en fais déjà beaucoup. Je fais beaucoup de collèges de 5e qui viennent aussi pour faire des interventions. Mais beaucoup d'écoles me demandent si j'ai l'agrément. Donc la question, c'est savoir comment il faut faire pour avoir cet agrément. Donc votre question, c'est pourquoi faut-il un agrément et comment l'obtenir? La SPA ayant l'agrément pourra répondre à... Et M. Brière comprendra alors. Pourquoi un agrément? Oui, je crois que monsieur pourra répondre plus précisément sur la méthode. Nous l'avons demandé. Nous avons obtenu partiellement un agrément parce que nous souhaiterions avoir un agrément national. Et donc, au fond, je me joins un peu à votre question. Oui, moi, je voudrais, avant que M. Brière intervienne, noter un point. Si nous voulons que certains ne puissent pas aller en classe, faire une propagande pour leurs idées, je trouve que par là même, sur le principe d'un agrément, nous devons être favorables. Après, se pose la question des critères et des conditions de délivrance. Mais sur le principe d'un agrément, c'est que n'importe qui ne peut pas aller n'importe où dans l'éducation nationale pour développer n'importe quelle idée, ça me paraît légitime. Monsieur Brière. Oui, mais en fait, on est exactement, effectivement, dans cette idée-là et dans ce principe. Après, sur la remise des agréments spécifiquement, je pense que, alors, au niveau départemental, votre interlocuteur, c'est l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale. C'est lui qui va, avec ses équipes, pouvoir effectivement vous apporter réponse sur les demandes d'agrément. Sur le cas d'un agrément national, on est sur un autre niveau sur lequel d'ailleurs je ne maîtrise pas moi-même bien le processus. Mais en tout cas, voilà. Après, localement, très localement, les intervenants à l'école primaire, les interventions extérieures sont validées par l'inspecteur d'éducation nationale de la circonscription.
D'accord? Et si vous avez un agrément au niveau départemental, ben voilà, après, ça facilite l'entrée dans les écoles. Voilà. Et puis, au niveau des collèges, le chef d'établissement est votre interlocuteur. Merci. Monsieur là-bas. Bonjour, Jimmy Guénard. On a évoqué depuis ce matin l'enseignement des animaux, enfin du respect de la bientraitance animale et du bien-être des animaux, mais on a oublié, il me semble, un point qui est l'enseignement à la consommation. Est-ce qu'il y a des programmes aujourd'hui qui existent pour justement évoquer cette consommation des protéines animales et justement de cette consommation humaine qui est un acte de tous les jours? Alors, c'est intéressant. Je ne sais pas si M. Bruyère peut répondre à cette question, mais je déjeunais à côté de Céline Tellier, que vous avez entendue tout à l'heure, et elle évoquait la question du foie gras en Belgique. En Belgique, il y a encore 4 entreprises qui font du gavage. Et elle disait, bon, on peut bien sûr se battre contre ces entreprises, mais si les Belges mangent la même quantité de foie gras venant d'autres pays, la situation des animaux n'aurait pas vraiment changé. Donc, elle rejoignait la question que vous posez, mais elle n'apportait pas de réponse. Je ne sais pas si M. Bruyère peut donner une réponse. Ou quelqu'un d'autre à cette table ronde, à dire le vrai. Je vois qu'il n'y a pas des candidats nombreux. Monsieur Bruyère. Non, il me semble que c'est une question qui peut être traitée dans le cadre plus général du bien-être animal, en fait. Et donc cette question-là, comme en fait le bien-être animal n'apparaît pas stricto sensu dans les programmes, mais peut faire l'objet d'un travail, notamment en enseignement moral et civique, ces questions-là peuvent tout à fait être reprises par les enseignants dans le cadre, par exemple, d'un débat en EMC, comme on l'a déjà dit. Madame. Alors, je suis simplement Hélène, à ESH, dans une petite école scolaire, et je pratique la médiation animale avec mes 2 chiens en classe. Je représente ici aussi la CARDI de Montpellier, qui est assez active dans le milieu de la médiation par l'animal, puisque nous avons monté, grâce à plusieurs interlocuteurs de l'éducation nationale, un magistère qui est dédié à la médiation par l'animal. Actuellement, nous avons des besoins au niveau de la CARDI et des CARDI au niveau national, c'est-à-dire que nous avons des besoins de fédération, des membres qui ont besoin de fédérer des chercheurs, fédérer de la science de l'éducation, fédérer des gens qui sont déjà en place avec des projets, fédérer des rencontres en fait et un partage d'actions qui se font actuellement pour mieux les adapter aux directives du ministère, pour mieux rentrer dans un cadre et à terme mieux cadrer, aider au cadrage de cette pratique au sein de l'éducation nationale. Bien sûr, on ne voudrait pas que cette pratique soit altérée par des petites initiatives, j'ai envie de dire anarchiques, mais c'est peut-être pas le terme, des petites pratiques qui viendraient nuire à ces projets qui, eux, sont porteurs pour l'instant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'invite tous ceux qui auraient besoin d'aide à se rapprocher de leur CARDI et pourquoi pas faire appel à la CARDI de Montpellier pour ça. Et donc la question, c'est comment être aidé des hautes autorités pour que cette communauté soit créée et qu'on ait une certaine crédibilité après pour pouvoir monter ces projets ensemble, bien cadrés. Merci. Merci. Boris, un commentaire? On se connaît déjà un peu, donc c'est vrai que la CARDI de Montpellier fait partie des CARDI qui sont très avancés sur la question et ce travail, parce que vous restez modeste, mais vous avez commencé un travail à plusieurs classes et à plusieurs intervenants. Vous avez déjà sollicité des chercheurs, la Fondation, etc. Et la Fondation, elle essaye aussi de vous accompagner à ce niveau-là parce qu'on pense collectivement et c'est bien ça qui est intéressant à travers l'initiative de la CARDI. Mais après, comment ça peut être pris au niveau supérieur de l'éducation nationale, je n'ai pas encore la réponse, mais je peux y travailler. Monsieur. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est plus une réaction. Je voudrais mettre en relief le fait qu'en fait, on n'a pas encore parlé du lien ou potentiellement en fait, par rapport au harcèlement scolaire.
On sait qu'il y a énormément d'enfants voilà, qui sont victimes d'harcèlement scolaire. Et je pense que dans ce qu'on appelle la médiation animale, ou en tout cas dans laquelle l'agent animal peut être vraiment intéressant, c'est justement pour arriver à désamorcer les harcèlements scolaires. Tout simplement parce que l'animal, justement dans son étrangeté, peut être un moyen de questionner aussi les enfants sur l'acceptation de cette différence, de l'autre, de sa tolérance envers les animaux, et donc être après un vecteur de moins de violence en fait dans les écoles. Et on a beaucoup parlé finalement de la médiation animale seulement d'un point de vue, on va dire, de relations presque corporelles, le fait que quand on caresse un animal, ça fait du bien, on est moins stressé, etc. Mais c'est encore une vision assez utilitariste finalement des animaux. Je voudrais pas non plus qu'on se dise, voilà, il y a une solution qui est super, c'est de mettre des enfants dans les classes ou c'est de faire des visites dans les fermes urbaines ou les fermes pédagogiques. Il y a la vraie question de qui sont ces animaux, quelle relation on a avec eux et comment on respecte aussi cette notion de consentement dont on ne parle pas suffisamment. Et par exemple, dans les écoles, il y a des animaux qui peuvent être plus naturellement enclins finalement à ce désir de relation avec les humains. On pense notamment aux chiens, aux chats, mais ce n'est pas du tout le cas des lapins, par exemple, qui sont des animaux très craintifs. Et eux, par exemple, n'ont rien à faire dans des classes ou ce genre de choses. De la même manière, pour les fermes pédagogiques, ça peut être un tremplin extraordinaire pour engager une relation avec les animaux, mais ça dépend comment est faite cette pédagogie. Moi, je suis déjà allée dans des fermes pédagogiques dans lesquelles la pédagogie, c'était renforcer la notion utilitariste des animaux. Donc, il y avait des panneaux qui disaient, voilà, le mouton nous donne sa laine, le mouton nous donne sa viande, le poulet nous donne sa chair, le poulet nous donne ses œufs, etc., etc. Donc, ce type de fermes pédagogiques sont au contraire, au lieu d'éveiller et de donner ce sentiment, disons, de travailler sur une égalité en fait de traitement, eh bien renforce au contraire un sentiment de supériorité des humains sur les animaux. Donc, juste je conclus pour dire on peut parfois avoir l'impression de faire bien et finalement on fait mal et on renforce un système dans lequel eh bien, on se porte encore comme les dominateurs envers les animaux. Donc vraiment, ayons un recul et une réflexion plus globale pour être bien sûr que ce que l'on met en place est positif des deux côtés et donnant vraiment des deux côtés parce que oui, la relation avec les animaux peut nous apporter en tant qu'humains énormément de choses et de ce fait, nous devons faire en sorte que eux n'en subissent pas en fait des conséquences. Voilà, merci. Boris, vous voulez dire quelque chose? 3 mots. Oui, en fait, j'allais complètement dans votre sens. La question était pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas à sortir de l'école pour emmener les enfants dans l'espace naturel, dans la nature, au contact des animaux sauvages, comme l'ont toujours fait le scoutisme et toutes les activités de plein air, dont vous avez montré qu'effectivement elles sont beaucoup moins importantes, et qui là, on retrouvait la beauté, la fascination, parfois la peur face aux sauvages, et du coup, on apprenait vraiment le respect de l'animal dans toute sa splendeur, parce qu'on était admiratif des animaux qui arrivaient à vous approcher, et on était aussi extrêmement respectueux des lieux dans lesquels on pénétrait. Yann Bruyère. Oui, alors je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, c'est vrai que les programmes, en particulier le SVT, invitent en fait les enseignants à sortir avec leur classe à l'extérieur. On a même... il faut parler Pardon, dans le micro. il faut parler dans le micro. Donc je disais qu'effectivement les programmes de SVT principalement invitaient les enseignants à aller sur le terrain, justement renouer avec ces expériences de nature dont M. Bosdevex soulignait tout à l'heure qu'elles étaient de moins en moins fréquentes pour les jeunes aujourd'hui. Et puis, on a aussi un certain nombre de réflexions et d'expérimentations autour de la classe dehors même, où on va enseigner à l'extérieur et en transporter sa classe à l'extérieur. Donc, je crois qu'il y a une volonté de le faire. Et puis, voilà, après, c'est à chaque enseignant de se saisir de cette opportunité-là. Je propose qu'on bascule sur l'autre aile.
Bonjour, je m'appelle Pacha, j'ai 13 ans, membre de Darwin Forever. Et c'est pour vous dire que... attendez. Pourquoi les écoles ne passent pas dans les refuges pour montrer la détresse des animaux? Voilà. Merci. Alors, la question a déjà été posée ce matin et elle a eu une réponse en disant que c'était... Pardon? Non, elle a été posée... Non, c'était sur les refuges. Pardon, moi je compensais, c'est les refuges d'animaux de compagnie. D'accord, effectivement, elle n'a pas été posée. Pardon, je pensais au refuge des animaux d'élevage, où il y avait une question et où la réponse avait été donnée. Je ne sais pas, ben la SPA est quand même la grande experte des refuges, et donc je vous donne la parole, madame. Pourquoi on ne fait pas visiter les refuges d'animaux aux écoles? Je crois déjà qu'il y a des fois des visites qui peuvent être faites. C'est vraiment le professeur, l'enseignant qui va prendre l'initiative de rencontrer un refuge, un responsable de refuge, et de lui demander s'il est possible de venir faire la visite. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qui est impossible. Simplement, ça n'a pas dû se présenter dans tes années d'école. Peut-être juste Madame compléter. là, madame, un micro va venir à vous et il fonctionnera peut-être. Juste pour compléter ce qui a été dit auparavant aux deux collégiens. Nous, on a des projets sur la plateforme, notamment une école à La Réunion qui a travaillé avec la collectivité et la SPA pour lutter contre l'errance animale en créant un refuge dans la commune. Donc, c'est des initiatives qui peuvent être portées de façon en synergie entre les collectivités, l'école et les associations. Oui, bonjour. Je voulais signaler que ce dimanche, c'est la journée internationale du droit des animaux. Et je suis la représentante de One Voice sur Paris. Et j'organise une énorme marche avec plus de 30 associations qui seront là pour marcher. Vous êtes tous invités à venir, c'est ouvert à tout le monde, la marche. Et le départ sera à la Nation à 14h, il faut être précise. Samedi. Alors c'est samedi. Voilà, mes journées droits des animaux, c'est maintenant. Merci. Là-bas. Alors, c'est une question plutôt pour le ministère de l'Éducation. Tout à l'heure, dans les présentations, j'ai cru comprendre qu'il y avait des formations pour les enseignants, comment aborder la question animale et tout. En tant que journaliste, certes, vétérinaire aussi, mais surtout maman d'enfants dans les écoles, je sais que les enseignants abordent la question de la science, de la nature, effectivement, mais il y a très peu de sorties qui sont faites parce que c'est très compliqué. Il y a les plans Vigipirate, ça dépend en plus des villes et de la localisation des écoles, la proximité des forêts, etc. Donc c'est très compliqué pour les enseignants, réellement, concrètement, même s'ils sont motivés et qu'ils ont les connaissances et la sensibilité pour parler de cette question-là, il y a toute une logistique très compliquée à mettre en place. Est-ce que vous avez des solutions pour les aider à mettre en place leurs projets, parce que entre l'idée, la volonté, la formation et la mise en pratique, honnêtement, c'est abyssal parfois. Donc voilà. Donc ça, c'était la première question. Et l'autre question, j'en profite parce que je sais que le micro est précieux, c'était par rapport à tout à l'heure, il y avait une dame qui avait abordé la question des fermes pédagogiques et comment on pouvait les mettre en connexion. Excusez-moi, mais en tant que vétérinaire, je sais que par exemple, les fermes sont connectées parce qu'elles doivent... Forcément, il y a un maillage pour rassembler toutes les fermes en France. Quand elles s'enregistrent auprès d'un établissement d'élevage. Donc je pense que le système pour les fermes pédagogiques, eh bien, il faudrait simplement calquer ça sur ce qu'on a mis déjà en place dans ce qui est la surveillance sanitaire auprès des fermes. Et je pense que c'est très simple, c'est pas si compliqué que ça parce que le modèle existe. Voilà.
Donc c'était simplement ma contribution pour aider la dame qui posait la question tout à l'heure. Et merci pour votre réponse sur la question de la mise en place des projets concrètement sur le terrain pour les enseignants. Parce que les enseignants, franchement, ils ont déjà beaucoup de taf comme ça, donc il faut quand même un peu de les aider. À vous. Monsieur Bruyère. Merci pour cette question, effectivement, qui est importante. Les projets pédagogiques sont toujours des projets qui sont difficiles, effectivement, à monter, hein, sur lesquels il faut à la fois rassembler les enjeux pédagogiques et didactiques, mais aussi les enjeux matériels, organisationnels, financiers, parfois. Donc, c'est effectivement un sujet complexe et les enseignants qui le font s'y engagent pleinement. Il y a dans les académies, effectivement, des ressources qui peuvent les accompagner. Dans le premier degré, c'est principalement les équipes de circonscription et les conseillers pédagogiques qui sont là pour aider les enseignants aussi à concevoir leurs projets pédagogiques. Il y a des dispositifs, Madame a présenté la trousse à projet, qui peuvent aussi aider, notamment sur le volet recherche de financement, par exemple. Et puis, pour le second degré, il y a aussi dans les académies un certain nombre de référents académiques, hein, autant sur l'éducation au développement durable, autant sur la culture scientifique, notamment au sein des délégations académiques à l'action culturelle. Donc il y a un certain nombre de relais comme ça et de contacts en académie qui peuvent être mobilisés pour accompagner les équipes. Mais voilà, effectivement, on est toujours... alors vous évoquiez les contraintes Vigipirate, voilà, c'est une contrainte, c'est l'actualité aussi du moment et malheureusement, pour les équipes, hein, il faut composer avec ces difficultés-là qui sont bien réelles. Et en même temps, je sais tout le sérieux et l'engagement des équipes quand elles préparent des projets pédagogiques, à quel point elles sont attentives à tous ces sujets-là avec les équipes de direction, les chefs d'établissement et directeurs d'école dans le premier degré. Merci. Une dernière question. Moi, je voulais... Alors, je peux avoir le micro. D'où ça vient? Alors, j'en profite. D'accord. Moi, je voulais juste faire une remarque, suggestion, tout ce que vous voulez. C'est par rapport au Buddy Shelter. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ces classes de lecture qui se font aux États-Unis au sein des refuges. Donc, c'était un peu pour rebondir par rapport à la question qui avait été posée par le petit jeune homme, à savoir pourquoi on ne développe pas en France ce type de projet qui fonctionne très bien aux États-Unis, qui permet justement aux enfants de rentrer dans des univers qui parfois est présenté par les parents de manière un peu négative, à savoir un refuge, ça fait pleurer, etc. Alors qu'on sait très bien que c'est aussi un endroit où les animaux vont pouvoir retrouver une seconde vie, une seconde chance. Donc de familiariser les enfants au contact d'animaux qui sont en phase de transition et en même temps d'améliorer la lecture et aussi d'apprendre à être au contact de chiens qui sont en France, ça c'est un autre débat, réputés comme étant dangereux. Donc je pose la question, pourquoi l'éducation nationale ne cherche pas justement pour pouvoir, puisque c'est une demande de ce jeune homme, de pouvoir permettre justement que des classes de lecture aient lieu au sein des refuges. Ce que je vous suggère, c'est là d'envoyer le projet à la DGESCO parce que M. Bruyère ne connaît pas la réponse et je pense que vous méritez une réponse.